bof en full remote avec cet outil rigolo. Il s'appelle comment, tu me dis? Parc Adventure. Ouais, voilà, c'est assez drôle. Et comme on va parler de design, c'est assez intéressant de voir justement l'outil avec lequel on joue. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une présentation que j'avais déjà jouée au comptoir Opto il y a 2 mois de ça. Donc j'ai récupéré quelques prises de notes que j'avais plus trop en tête. Et donc du coup on va parler, je vais vous partager du coup maintenant la presse. On va parler UI design et design émotionnel. Donc pour introduire, j'ai envie de dire qu'il y a un temps pas si lointain où du coup la fibre optique elle n'existait pas encore. C'était une époque où les clés USB c'était l'outil indispensable des designers, mais pas que d'ailleurs. C'est ceux qui je travaillais dans le digital. C'est une période où on parlait des web designers, on parlait de webmasters. Voilà, ça c'est une période que j'ai connue. J'ai même connu celle d'avant, c'est la période d'avant, ce qui fait peut-être de moi un peu un dinosaure dans le digital. En tout cas, je suis ravi d'être là et je suis Philippe. Je suis designer dans la tribu UX, bientôt League. Dans ce que je vais essayer de vous faire aujourd'hui, c'est de vous présenter pour commencer vraiment un historique un petit peu des grandes tendances du design qui ont balayé un peu les dernières années, les dernières décennies. Je trouve que c'est intéressant justement de parler de cet historique afin de bien comprendre où on en est à l'heure actuelle. Dans un deuxième temps, j'essaierai de vous parler plus précisément de ce qu'est un designer, un UI designer, pardon, et de la façon dont il travaille, pour ensuite terminer sur le design émotionnel, pour vous donner quelques tips et quelques bribes de connaissances sur le design émotionnel. Donc du coup, once upon a time, effectivement, tout a commencé quand on parle d'interface, d'interface écran et du UI design avec Xerox. Donc c'est déjà assez vieux. Donc c'était le Xerox Alto 73. J'ai beau, comme je vous disais tout à l'heure, être un dinosaure dans le digital, c'est une période que j'ai pas connue. Rassurez-vous. En tout cas, c'était vraiment les premières interfaces qui ont été vraiment conçues pour les utilisateurs, où on représentait vraiment, comme sur l'exemple là, des choses qui étaient très visuelles. On connaît un peu l'histoire, hein, Xerox a très vite été racheté par Apple, donc ce qui a donné naissance aux premiers ordinateurs par la suite par Apple entre 84 et 99 environ, aux premières pages Internet. Et c'est le début, on a commencé à démocratiser un peu les ordinateurs perso. C'était une époque où faut bien comprendre qu'à cette époque-là, pour sortir une page, c'était vraiment tout était misé sur le HTML, quoi. C'était des textes, des sites très textuels. La place au visuel n'était pas vraiment là, les bandes passantes n'étaient pas élevées. Et puis il y avait cette montée en compétence sur HTML qui faisait que c'était déjà très compliqué. Donc c'est pas une époque où l'interface homme-machine, l'UI était vraiment très développée. Je ne sais pas si certains ont ça en tête. C'était l'époque où on aimait bien mettre des compteurs pour voir combien il y avait de compteurs sur son site. Et on en était très fiers. Il y a eu un premier tournant aux alentours de 2000, un peu avant 2000. C'était vraiment ce qu'on appelle le Web 2.0. C'est une tendance qui a perduré assez longtemps. Une tendance qui était faite de couleurs très dégradées, très peps. C'était l'époque des boutons effet bulle également. On mettait beaucoup de relief, on jouait beaucoup sur ce genre d'éléments visuels. C'était une époque qui a vraiment lancé l'UI design et cette expertise est vraiment sortie à ce moment-là. Il faut bien se situer qu'à l'époque, début 2000, on ne parlait pas du UI design. On avait des web designers et encore, on était des graphistes web. Donc, c'était des métiers qui se sont inventés sur le tas, au même titre que le UX design s'est inventé, mais au départ, on ne parlait pas du UX, on parlait d'ergonomie web, d'ergonome web. Voilà. En tout cas, c'est avec cette tendance de Web 2.0
l'UI design a commencé à vraiment prendre un peu de poids. Un autre tournant, c'est vers 2009, 2010 jusqu'à 2013. C'est un des mots peut-être les plus barbares qui a inventé le design digital, c'est le skeuomorphisme. C'est né avec Apple et la commercialisation des premiers iPhones. Encore une fois, c'était quelque chose de nouveau. C'était le tactile arrivait, les téléphones arrivaient. Et il y avait besoin d'éduquer beaucoup le public pour les utilisateurs. Du coup, le skeuomorphisme, c'est quoi? C'est le reflet de ce qu'il y a en réalité. À travers les exemples que je vous mets là, on le voit bien. Hein. Calculatrice, on essayait de designer ça de façon digitale comme une calculatrice réelle. Le clavier qu'on voit là, c'est pareil. Donc ça, techniquement, c'était très compliqué à faire. Quand il fallait faire, on voit l'exemple en bas à gauche où il y a des boutons avec des effets de relief. Vraiment, on se cale à la réalité. Là, je me rappelle avoir passé quelques nuits blanches pour essayer de me mettre au point sur la technique parce qu'il fallait vraiment être très précis. En tout cas, c'est une période qui a duré relativement longtemps, 5 ans. On entend d'ailleurs maintenant parler d'un retour éventuel via le neuomorphisme. Enfin, c'est autre chose. Je n'en parlerai pas dans cette présentation-là. Mais en tout cas, sachez que ce design-là avait vraiment vocation à éduquer les gens. On se souvient de la boussole qui représentait une boussole. C'était un des emblèmes du skeuomorphisme. Par la suite, on a vu arriver le flat design et ça, c'est une tendance qui perdure depuis 2013 maintenant. Alors au départ, on disait oui, c'est Windows qui a voulu un petit peu se frotter à Apple et donc ils inventent leur design à eux. Finalement, non, c'est une tendance qui a vraiment qui a pris une place importante, qui offre plein d'avantages parce qu'on est multi-device, c'est facile de décliner les choses. En termes de développement, ça offre énormément d'avantages. Donc, cette tendance de flat design perdure encore, mais évolue. On a vu dans la tendance, on voit beaucoup de tendances. Donc, il y avait des effets d'ombre à un moment. Il y avait des couleurs très peps, des grosses typographies sur les sites internet. C'est des choses qui perdurent, mais qui tendent à évoluer petit à petit. Voilà, ça c'était un peu pour l'intro sur l'évolution des tendances. Comme je vous disais en introduction, même si on va parler un petit peu des rôles de chacun. Alors même si j'aime pas tellement opposer ce qu'est un UI designer par rapport à un UX designer, c'est pas forcément des comparaisons que j'aime faire, mais néanmoins c'est important de faire un petit zoom sur les rôles de chacun. Je me suis servi du travail que certains de mes collègues avaient fait, notamment une analogie sur des rôles des rôles de designer, une analogie sur la construction d'une maison pour que vous puissiez bien comprendre facilement qui fait quoi, quelles sont les responsabilités des différentes personnes et quels sont leurs types de livrables. Ici, on a l'UX designer. Donc, l'UX designer, lui, il conçoit l'architecture de la maison. C'est pour construire cette maison-là, il va aller faire des recherches sur les besoins des futurs occupants, donc les utilisateurs. Il va essayer d'aller comprendre comment ils vivent et de quoi ils auront besoin dans cette maison. Il va créer les plans. C'est ce qu'on appelle un sitemap en UX et il décide aussi l'agencement des différentes pièces et la façon est-ce qu'on va y intégrer. Donc vraiment l'UX designer, lui, c'est de quoi l'habitant a-t-il vraiment besoin et comment m'assurer que l'habitant va être satisfait. Ça, c'est le rôle de l'UX designer. On regarde ça, on a l'UI designer, il manque un petit morceau, mais c'est pas grave. Lui, il va non, voilà, c'était ce slide-là, pardon. L'UI designer, lui, sa préoccupation principale, c'est comment rendre la maison attractive et pratique. Donc, lui, il va concevoir le design d'intérieur, ce qu'on appelle en design l'identité visuelle de la maison, tout en respectant les plans qui ont été formulés et qui ont été créés par l'UX. Donc, il va permettre aux futurs occupants, lui, de s'approprier la maison et d'y être à l'aise en produisant des maquettes détaillées. Il va fournir aux artisans. Grosso modo, cette analogie, c'est l'UI designer va faire les maquettes et il va les fournir aux développeurs dans un second temps. Donc, on voit qu'il y a une somme de livrables liés à l'UI designer qui vont des mood boards jusqu'au design system en passant par un kit UI et des maquettes graphiques. Parmi les nouveaux postes, les nouveaux rôles dans le design, on parle beaucoup en ce moment de product designer. Donc là, je vais aborder ça de façon très succincte, sachant qu'on a également un cercle
Product Design qui s'est créé depuis quelques mois et qui communiquera certainement bientôt sur le sujet de façon plus précise. En tout cas, ici, pour que vous compreniez, le Product Designer, lui, c'est celui qui s'assure comment être sûr que mes occupants sont satisfaits et de ma maison, comment soient satisfaits et que ma maison prenne de la valeur. Donc vraiment, le Product Designer, il construit la maison de A à Z tout en s'assurant qu'elle va prendre de la valeur avec le temps. C'est un peu un couteau suisse du design de Product Designer. C'est à la fois un UX et un UI, sans être un UX 100% et sans être un UI 100%. C'est quelqu'un qui est assez polyvalent et qui produit à la fois des entretiens utilisateurs, qui va jusqu'à la phase de prototypage, mais qui peut même décliner une charte UI. Donc voilà, ça c'est un peu les nouveaux rôles. C'était un peu pour vous montrer les différents rôles qu'on peut trouver. Même si, encore une fois, j'aime pas forcément confronter les différents rôles parce que de plus en plus, avec les nouvelles formations, les nouveaux profils qu'on trouve, on peut avoir cette double casquette. Ils peuvent à la fois être UX, avoir des notions d'UX et des notions d'UI. Mais malgré tout, ça reste de compétences différentes. Et l'UX, sur ce schéma-là, en résumé, on voit que l'UX, il s'occupe de la recherche utilisateur, des tests. Il peut rédiger avec les product owners les user stories. Il s'occupe de la recherche des personas. La production de wireframe peut également être assurée par l'UX, mais c'est vraiment ce qui fait le pont entre le rôle de l'UX et de l'UI. Donc l'UI, lui, qui peut également créer des wireframes, et davantage sur le design visuel, la création des maquettes, les layouts, sur les notions de branding et sur tout ce qui est kit UI avec notamment l'étude des couleurs, etc. Voilà un peu pour la présentation des différents rôles. Donc l'UI designer, l'UI design dans son ensemble, c'est effectivement avoir de la créativité et avoir des bonnes idées, mais également de savoir maîtriser les bons outils, que ce soit Figma ou Sketch. Mais au-delà de ça, l'UI design, c'est vraiment une méthode et un process. Et donc, plutôt que de vous parler de la créativité ou de tel ou tel logiciel, ce qui me semblait important de dire aujourd'hui, c'était vraiment la méthode qui est utilisée pour le UI design. Donc, il y a cette première phase qui est une phase d'analyse et de recherche sur tous les projets. Donc, c'est une phase où on échange vraiment avec le client sur l'identité de marque ou avec le responsable de la marque ou de la communication. C'est le moment sur les projets où on peut faire une analyse de brand book, analyser l'histoire de la marque, de la charte graphique, des campagnes, des supports existants. Bref, on fait ce travail de recherche, on va aller un peu s'imprégner de tout ce qui existe chez ces clients-là et de cette marque-là afin de vraiment pouvoir la retranscrire dans les travaux qu'on fera par la suite. Donc, il y a également, c'est dans cette période-là où on définit un peu les enjeux à atteindre en termes d'image. C'est une étape trop souvent négligée, mais qui est très importante, dans le sens où si on commence sans faire ce travail d'analyse et de recherche, on peut rapidement avoir des critiques de la part du client au moment où on a commencé à produire les choses. Donc, il faut tout le temps les puiser dans ces réflexions-là très en amont. Ça se passe avec les clients en face à face. On crée des réunions pour ça. Ça permet d'aligner les gens. Donc, c'est vraiment une étape qui est importante. Par la suite, si on prend à l'échelle de nos projets classiques chez Octo, où il y a une phase de cadrage et une phase de delivery, je dirais qu'il y a la définition du concept créatif pendant le cadrage. Donc, pour ce faire, on mène des ateliers itératifs d'exploration. On peut échanger sur la base de moodboard. C'est-à-dire toutes les tendances qu'on a pu aller capter à droite à gauche, des exemples d'applications. On va par exemple, quand on parle de moodboard, on peut avoir des moodboards qui se basent uniquement sur des illustrations et un autre moodboard qui va se baser sur des visuels, sur de la photographie. Voilà, ça peut donner deux tendances de moodboard. Bref, on essaye, tout en ayant puisé justement dans l'identité de la marque, injecter un petit peu ces tendances qui vont permettre de faire des choix et de poser les principes directeurs du design graphique. Donc, il faut bien voir que l'UI, là, à ce moment-là, travaille en parallèle de l'UX. L'UX va poser les principes directeurs de l'ergonomie et l'UI va commencer à poser les principes directeurs du design graphique.
Donc, c'est souvent aussi pendant la phase de cadrage qu'on commence sur la base d'une des tendances qui a été dégagée et choisie par le client à designer les écrans principaux d'une application. Sur la base de ces principes, donc on se rend un peu mieux compte de ce à quoi va ressembler déjà l'application. Donc, en designant un ou deux écrans, ça permet de se projeter et ça permet aussi de faire valider les choses par le client. Donc, on peut se lancer dans des phases d'itération une fois qu'on a validé ces choses-là, une fois qu'il y a un peu le tampon du client. Moi, j'ai souvent eu l'occasion d'être dans des situations compliquées sur des projets au début, c'est-à-dire il y a 5-6 ans, où justement il n'y avait pas ces phases de validation et où des phases de validation et les process de validation n'étaient pas clairs. Ce qui faisait que au final, l'UI design peut être goulet d'étranglement. Donc, il faut vraiment, dans tous les projets, bien prévoir ces phases de validation. C'est à l'UI de prendre ça en main, c'est à l'UI d'aller vers le client aussi pour aller chercher des validations. Mais tous ces travaux, tous ces ateliers qu'on mène pendant le cadrage facilitent un petit peu ces validations. C'est plus facile d'amener le client à réfléchir avec nous plutôt que de lui montrer juste un écran en lui disant est-ce que vous validez, est-ce que vous validez pas. Comme le design est subjectif, je pense qu'il faut amener les gens à travailler avec nous et à être partie prenante de ce process. Donc, un process qui se doit d'être transparent avec le client. Une fois qu'on a vraiment basé les principes directeurs de l'UI, pendant les phases d'itération, c'est là où on va commencer à décliner ce concept de création. Donc, sur la base des principes directeurs. Donc, on va réaliser le design sur les lots de pages définis ensemble. Donc, selon si c'est une application web ou mobile, ça ne change pas. Hein. C'est exactement le même process et la même méthode de travail. Donc, on peut ajuster aussi via des ateliers d'itération, des ateliers itératifs pour ajuster les maquettes au fil de l'eau. Et là, il y a tout le temps cette validation en mode test and learn, c'est-à-dire qu'on va aussi aller sur le terrain pour tester des maquettes le plus rapidement, pour réajuster la boucle. Donc, vraiment, l'UX et l'UI sont embarqués à la même hauteur dans un cycle en delivery, dans les itérations, avec les mêmes méthodos sur le test and learn. L'autre, pendant toutes ces phases d'itération, l'UI design aussi met en place un kit UI, donc c'est vraiment une bibliothèque de composants et de principes qui vont permettre de faciliter la vie des développeurs. Donc ça, c'est un kit UI qu'on met en place dès le départ et qui va être évolutif tout au long du projet. Alors, autre sujet aussi, on en entend beaucoup parler, le design system. Donc, c'est vraiment une bibliothèque de référence et un guide, mais qui est un projet dans le projet. Donc, il faut bien différencier kit UI de design system. Un design system, c'est un projet dans le projet qui se fait avec un développeur, avec un un product owner, avec un UX, avec un UI. Donc, c'est vraiment une plateforme qui va être dédiée à l'ensemble des acteurs du projet par la suite et qui va permettre de donner vraiment cette bibliothèque de référence. Donc, l'UI designer peut également être impliqué dans la création. Et l'émotion dans tout ça, me direz-vous, puisque c'était un peu le titre, un des titres de la présentation. Et ben pour commencer, on peut pas parler de design émotionnel sans parler du livre de Aaron Walter sur le design émotionnel. Donc c'est lui qui a mis un peu ce concept en évidence avec son livre éponyme qui a été publié en 2011 aux éditions Erol. L'idée, elle est relativement simple et elle découle d'une analyse du cerveau humain et de sa façon à traiter les souvenirs de façon générale. Donc, l'être humain, naturellement, il se remémore bien plus facilement les expériences chargées émotionnellement que celles plus neutres. Du coup, le secret en design, c'est l'émotion. Si on parvient à générer une émotion forte chez nos utilisateurs, eh ben, on va rester ancré plus facilement dans leur mémoire. On a souvent utilisé aussi la pyramide de Maslow. C'est surtout Aaron Walter qui met ça dans son livre. Et c'est un outil c'est des représentations dont on se sert souvent. Grosso modo, c'est à la base de cette pyramide, ben, on voit les besoins primaires physiologiques auxquels l'être humain doit penser en priorité. Puis viennent ensuite les besoins de sécurité, d'amour, d'estime, de réalisation personnelle. Alors, évidemment, on comprend facilement qu'on ne va pas chercher à booster l'estime de soi si on n'a pas d'abord de quoi manger, de quoi respirer, enfin, des choses élémentaires.
Et si l'on transpose du coup cette pyramide de Maslow à l'univers du design, bah, le premier besoin, c'est le caractère fonctionnel du produit. Donc, c'est celui qu'on voit tout en bas. Au-delà du fonctionnel, il y a la fiabilité du produit qui est importante. Donc, un produit doit être fiable avant tout et remplir sa fonction en tout temps, sans rencontrer de problème. Ça peut arriver, mais il faut faire en sorte que ça arrive le moins possible. Puis vient ensuite le côté utilisable. Pour convaincre, une interface se doit d'être bien appréhendée et utilisée facilement par la cible. Et toujours selon Aaron Walter, la plupart des produits s'arrêtent habituellement à ces 3 contraintes. Et bien sûr, ça suffirait à un bon nombre de clients, mais il y a vraiment la 4e niveau, donc la cerise sur le gâteau, qui fait basculer l'expérience dans une catégorie supérieure. Et cette dernière strate, ce serait vraiment le design émotionnel. Donc c'est bien joli cette théorie, pyramide de Maslow, pyramide du design émotionnel, mais grosso modo, comment ça se traduit en réalité? Si je vais essayer de vous partager différents exemples assez rapidement. Donc, de façon globale, ce qu'il faut faire, c'est afficher une personnalité à vos sites ou à vos apps. On m'avait posé la question, mais est-ce que ça, le design émotionnel, ça ne concerne pas que les sites B2B ou les applications? J'avais répondu et je répondrai encore si on me repose la question. Non, les applications métiers peuvent embarquer du design émotionnel ou cette réflexion-là. On se doit d'offrir, nous, à nos clients, que ce soit sur une application métier ou grand public, une expérience riche. Et donc, ça passe également par ces éléments-là. Donc, afficher de la personnalité, c'est quoi? C'est donner un ton à votre design, c'est véhiculer de l'empathie. Mettre de la personnalité dans le design pour engager son public, ça va aider les gens à mieux comprendre la valeur de votre marque ou de votre produit, la philosophie du produit ou de la marque. On peut créer aussi la surprise, l'humour, le plaisir. La surprise, c'est vraiment un élément qui est souvent utilisé quand on surprend un petit peu. Ça permet aux utilisateurs de se souvenir de façon positive de l'expérience qu'ils sont en train de suivre. Donc, c'est vraiment l'objectif de tout designer dans le digital, c'est de créer une expérience optimale et le design émotionnel en fait partie. Donc ici, on voit parmi certains exemples, il y a Airbnb, on a Uber et on a Spotify. Donc, eux, ils ont misé sur mêmes idées à la base. Dans le temps, ça a évolué. Je pense que c'est même plus ces captures d'écran-là qui existent à l'heure actuelle. Mais ils ont misé sur des grandes photos de qualité, avec de la personnalité. Il y a parfois même des vidéos en fond d'écran. Ils misent aussi sur leur rédactionnel. Là, on va partager vos expériences, Music for Everyone. Bref, tous ces éléments-là qui créent une intimité entre la marque et l'utilisateur, ça, c'est du design émotionnel. Ça, il faut réussir à le faire. Et c'est important de se doter d'un design émotionnel à ce niveau-là sur nos réalisations. Par petites touches aussi, sans être des grands visuels, on voit sur Mailchimp, pour publier une newsletter, on nous suit tout au long de la réalisation de cette newsletter. D'ailleurs, c'est le Aaron Walter qui a créé le livre dont je vous ai parlé plus tôt, était designer chez Mailchimp. Donc, c'est lui qui a créé notamment cet élément-là. Donc, on va associer un moment d'émotion, de joie, de tristesse, par exemple, ça va laisser une empreinte plus profonde. Et là, quand on réussit à publier la newsletter, au lieu d'avoir un bravo, vous avez réussi, il y a un high five. Voilà, ça fait partie d'autres exemples qui fonctionnent très bien. Donc, on pourrait se dire que c'est un peu futile, parfois même ce design émotionnel, mais comme on aime bien dire en design, le diable se cache dans les détails et c'est tout sauf futile. Quand on fait apparaître une page d'erreur 404 qui nous engage un peu dans ce site, c'est différent que d'avoir une page un peu moche et non designée, sachant qu'en plus on peut renvoyer vers des écrans d'accueil, etc. Donc la surprise, elle est provoquée ici en proposant un élément inattendu, un élément peu commun, et quand ça c'est utilisé de façon positive, ça incite l'utilisateur à renouveler l'expérience et ils vont se souvenir de votre marque, ça va rendre l'expérience plus agréable. Et ça va inviter les utilisateurs à revenir. Il y avait d'autres exemples, c'était GitHub. Alors eux, ils ont géré ça
un niveau assez élevé, dans le sens où il y avait cette petite mascotte qui était présente partout. Ils ont un peu tué le game dans le sens où ils en ont même fait des t-shirts qui se vendaient et toute la communauté a vraiment adhéré à ce personnage. Ça fait partie également de choses qu'il faut savoir créer. C'est l'émotion à travers un logo, à travers une mascotte. On peut faire du storytelling. Enfin, voilà, tout ça, c'est des éléments et c'est des exemples de design émotionnel. Je vous parlais de storytelling. Effectivement, j'en parlerai encore un peu plus après. Là, c'était un tout petit exemple. C'est au moment d'envoyer un email, on a le check qui se transforme en avion papier, donc ça nous renvoie un peu à l'enfance, ça marche très bien. Sur le tactile, on a aussi, quand on veut supprimer une application, il y a toutes les applications qui se mettent à trembler, on a presque l'impression de les entendre dire non, me supprime pas, j'ai peur, mais voilà, ça fait également partie de l'habillage en design émotionnel. Ici, c'était un exemple, j'ai plus le nom du site en tête, mais c'était un exemple pour apprendre l'anglais. Alors, eux, ils ont fait vraiment du gaming entièrement. Donc là, ils ont poussé le design émotionnel à outrance. Oui, je vous parlais de storytelling juste avant. Donc, l'émotion, ça passe pas que par le design graphique, ça passe également par le langage. Du coup, lorsqu'un objet s'y prête sur un site, le ton, il peut devenir amical. On peut créer un lien plus fort entre le visiteur et la marque. Donc, pensez-y également, soignez également les textes. Le fait de prêter une attention aux messages d'information, aux infobules ou encore aux boutons de validation, on va rassurer l'utilisateur en lui proposant encore une fois une expérience unique. On voit quelques exemples qui avaient été bien gérés par Hop d'Air France, plutôt que de mettre accéder au site, c'est je m'envole. Bon, c'est des petites choses qui semblent encore une fois futiles, mais tout ça, les unes à côté des autres, ça crée des expériences qui sont riches et qui sont mémorables. Et c'est ça qu'on cherche dans le design. Un autre type, c'est quand je pense que tout ce qu'on en est, on a des exemples de pages de login ou de sign-up sur nos applications. Trop souvent, on oublie de mettre un peu de contexte. Ici, par exemple, sur Pocket, c'est vos premiers pas dans Pocket. Faut en profiter, profitez-en. Ne laissez pas une page de login sèche et abrupte comme ça. Pensez à donner un minimum de plaisir à vos utilisateurs et à créer ces expériences qui somme toute, ne changeront pas forcément leur façon de travailler, mais permettra d'avoir quelque chose de plus riche. Philippe, il est 30. J'ai fini. Je finissais juste pour dire, pour finir, que du coup, tout ce que je vous ai montré là, c'est des choses, il y a beaucoup de bon sens en design émotionnel, mais derrière se cache quand même une expertise. Donc, c'est pas pour rien qu'on est des designers chez Opto. Donc, là, j'ai mis qu'il y avait 25 designers. Je pense qu'on est plus de 25 designers. On doit être 30 maintenant. On est tous à votre disposition si vous souhaitez venir nous rencontrer, échanger avec nous. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie à tous. J'avais fait un petit takeaway à la fin. Je pense que vous pourrez retrouver les liens, les différents liens qui existent là, notamment le guide of UI Design Trends de 2021, l'historique du web aussi. On a notre offre de design system, on a le livre d'Aaron Walter. Et bien sûr, on est là pour échanger avec vous. Voilà, merci à tous et bonne journée. Super, merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Salut à tous. Beaucoup d'émotions, merci.